Bon. Ouais, parfait. Donc d'abord, si tu pourrais te présenter, comme j'ai expliqué. Ok. Oui, je m'appelle Alain Martin, je suis français et j'ai 56 ans. Père de famille, père de 8 enfants, dont 7 filles et un garçon. Allez. Donc, un moment de ta vie, quand tu étais heureux. Un seul. Ah, ça. C'est plus difficile, ça. Maintenant, ce bonheur particulier, très particulier, que j'ai vécu dans ma vie, je vais encore une fois parler de la Polynésie. Je ne peux pas ne pas en parler. Bob, oui, Bob, c'était un ami très cher pour moi. Et Bob et moi, on est partis et on avait acheté avec nos économies, on avait acheté du matériel et tu vas comprendre pourquoi. Donc on est parti sur ce petit bateau de pêche la nuit et on est arrivé sur un atoll qui était complètement perdu. La preuve, on est arrivé sur une île. Jacob, il y avait une seule famille. Une seule famille. Le père, la mère, il devait y avoir 2 ou 3 enfants, si j'ai bonne mémoire. On a vécu en solitaire. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça représente, l'immensité de l'océan Pacifique autour de toi. Et on a vécu là, pour réaliser notre projet. Notre projet, c'était quoi? Il fallait aller dans ce type d'île parce qu'on savait qu'il y avait du requin. Et ce qu'on voulait, c'était chasser le requin. Parce qu'on savait qu'en retournant à Tahiti, on pouvait donner aux curios. Les curios, c'est des petits commerces qui vendaient des mâchoires de requins. OK? Donc, on a sorti nos émerillons, nos hameçons en inox. Mais c'était une fortune, ça coûtait cher. Hein? C'est des trucs hyper costauds, tu vois. Et tous les matins, quand on se levait, on regardait nos poitos. Et quand on voyait qu'un poito, 2 poitos avaient coulé, on savait qu'il y avait une bête au bout, quoi. Et en général, c'est des monstres. Hein. Je me souviens une fois, c'était un hameçon en inox qui était d'un gabarit énorme. C'est impensable. On l'a trouvé vrillé. Là, on a eu froid dans le dos. Ça fait peur, quoi. On se dit, mais c'est dingue, les monstres qu'il peut y avoir là-dessous. Mais c'était excellent, parce que tu as ce clair de lune. Ces étoiles qui sont là, qui tu as l'impression que tu pourrais les toucher, tu pourrais les atteindre. Tu as l'océan, le bruit de l'océan qui te parle autour de toi, le vent dans les cocotiers, et tu es là seul. Ça, c'est des choses très fortes, c'est puissant, toi, qui s'impriment dans ton être, tu vois, que tu ne peux pas oublier. Ça a été des moments très intenses et un bonheur absolu. Loin de tout, loin de ce que je redoutais. Loin de la méchanceté des hommes, en tous les cas. On était bien, là. Très, très bien. Et on a sorti du requin, et du gros. Voilà. Et on savait que dans 2, 3 mois, peut-être 4 mois, qu'on avait suffisamment de stock, et pour se faire suffisamment d'argent, on allait choper un bateau au passage, parce qu'on envoyait un une fois dans le mois, et encore. Une petite goélette qui passait par là. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ça, tu vois, Jacob, ça, quand tu vis ça une fois dans ta vie, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas.
Je m'appelle Edwin, j'ai 19 ans, je vis en Picardie et je viens faire du skate ici avec mes potes. Hello, Mr. Edwin. Yo. Ça fait il y a 3 ans, quand j'ai eu ma première planche avec mes potes et ils m'ont invité à faire du skate. Moi je savais pas faire du skate et ils se sont tous cotisés pour m'acheter une planche. Donc, ils ont tous mis de l'argent pour m'acheter une planche et depuis voilà, depuis je fais du skate quoi. Et ils sont toujours là, on skate avec eux quoi. On a fait avec Julie. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout le monde coopère. Les anciens, les plus jeunes, tout le monde se parle. Donc c'est plus cool quoi. L'ambiance est plus détendue. Donc on apprend des anciens et nous on leur apprend des trucs nouveaux quoi. Donc, voilà. Moi je roule pas avec des gens qui sont comme moi parce que sinon ce serait pas cool. Moi je roule avec tout le monde, comme ça on apprend plusieurs choses. Parce que je fais des cours en même temps, donc je fais pas que du skate. Du coup j'alterne. C'est à la morgue. Je travaille à la morgue en fait. À la morgue? Ouais. Ah, alors tu travailles avec les morgues. Ouais. Tu réfléchis un peu à ces gens morts pour voir si ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Non, parce qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux gens justement pour pas avoir de remords. Donc du coup, c'est comme de la viande en fait. Ils arrivent et ils repartent tous. Justement, c'est tout le contraire d'ici. Ça parle pas, il n'y a pas de bruit, alors qu'ici, il y a tout le monde qui fait un truc, tout le monde parle, tout le monde a son opinion. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de me libérer dans le skate. Donc c'est pour ça que je fais du skate tout le temps. J'ai besoin de mes copains. Et voilà. Action. Un moment de malheur. Un moment de malheur. De la même façon qu'un moment de bonheur, ça s'arrête jamais. Je crois qu'un moment de malheur, c'est une fin. C'est quand on te dit c'est fini. Tu pourras plus le vivre. C'est une mort ou c'est la fin d'un cycle. La vie est faite de beaucoup de cycles qui s'ouvrent, qui se vivent pleinement et qui se ferment. Mais le moment où tu apprends que vraiment, là, c'est fini. Et que toi, tu vas continuer à vivre, mais que cette histoire-là, elle est finie. C'est vraiment une tristesse. C'est pas un malheur, parce qu'on vit des malheurs tous les jours, d'énervement, de déception, on a envie de crier, on n'aime pas, mais il y a vraiment une blessure profonde quand tu te rends compte que là où tu as mis toute ton énergie, quelque chose que tu as cru, un futur que tu t'es imaginé, une vie que tu t'es imaginée, n'aura pas lieu. Parce que c'est fini. Et tu peux continuer de vivre des joies, des joies stupides et sympathiques tous les jours, mais comme tu disais, on peut être heureux et triste en même temps. Et je pense que un moment de malheur, c'est ça. Tu sais que ça ira bien dans l'avenir. Tu es vivant, tu es en bonne santé, mais c'est déchiré, quoi. Il faut vraiment que tu fasses le deuil de quelque chose qui s'est passé et les choses, quand tu marches dans la rue, quand tu vois des gens, prennent une autre couleur. Tu n'es plus à deux, tu es seul. Tu es seul devant tout, en général. Tu changes de regard
surtout. Et il faut lutter à chaque instant pour ne pas avoir cette tristesse-là. Pour se dire, c'est positif. C'est positif parce que c'est la fin d'un cycle, mais peut-être c'est le début d'un nouveau. Il faut y croire, quoi. Je pense que c'est ça un moment de malheur. Une fin. Quand on n'était pas heureuse. Généralement, quand on n'était pas heureuse, Ça touche ta famille. c'est que quelqu'un dans la famille n'allait pas bien. Mm. Généralement. Et je crois que le pire, c'était concernant notre maman. En fait, elle n'avait pas vécu des moments très faciles par rapport à la France. Ça fait très longtemps qu'elle n'est pas retournée dans son pays, à Tahiti. Donc, elle passait des mauvaises passes, en fait. Et bon, c'était une sorte de petite dépression, mais elle restait dans son lit, ça ne se sentait pas bien. Donc du coup, Nous, on était petits, mais Ouais. on comprenait très bien qu'elle allait pas bien du tout. Mais au Et- début, on pensait pas que ça allait si mal se passer, en fait. C'est s'est accumulé, elle venait de moins en moins, elle souriait surtout de moins en moins, elle riait moins, et nous, ça nous a touchés au bout d'un moment. Et il suffisait qu'elle s'énerve un tout petit peu pour qu'elle vraiment... Pour que ça déborde, en pour fait. que ça déborde. Et entre une fois, il suffit que mon père ait fait un pas de travers et un soir ça a débordé. En plus des problèmes d'argent. En fait, c'était une accumulation de problèmes et en plus, elle ne sentait pas déjà bien. Donc ça a pété un soir et Elle est partie. elle est partie. Ouais. Elle est partie et en plus quand on est enfant, on comprend pas, surtout quand notre maman part, on se On dit, se sent un peu abandonné. on se sent en fait. abandonné, on était là, elle est allée où? Et Elle nous aime plus. Enfin, ouais, on se faisait tout un scénario. tout ouais. un scénario. En plus, puisqu'on est pas mal d'enfants, on allait tous se voir et puis on était tous tristes, on pleurait, on était là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y a notre papa qui est venu et il a pris à Lois, je crois. Oui, et on est parti, donc on a Pour pris la chercher. voiture et dit allez on va chercher ta mère, on l'a cherchée toute la nuit. Et donc je le voyais très anxieux, très fatigué. Il avait très peur parce qu'il savait peut-être qu'il croyait qu'il allait perdre sa femme pour toujours quoi. Surtout quand on est responsable de 8 enfants. Ouais, quand même. Et donc il était très triste et il s'empêchait vraiment de... Il retenait beaucoup ses larmes, il prenait beaucoup sur lui. Et puis finalement, au bout d'un moment, on l'a retrouvée pas loin de la maison. Enfin, elle était partie plus loin, mais elle est revenue. Ils avaient fait tout le tour, mais ils étaient allés très loin. Et finalement, elle était pas si loin que ça, elle était dans sa voiture, sur le stade. Je me rappelle que mon père m'a dit reste dans la voiture. Il est descendu comme ça, il est allé voir. Et puis finalement, je l'ai rejoint. Et elle avait mis la musique très forte dans la voiture et ils ont commencé à parler. C'était... en fait, ça a été un moment très lourd pour nous. En tant qu'enfant, on supporte pas facilement. Ouais, on supporte pas. Ouais. Même en fait, en tant qu'enfant, je pense qu'on est un peu. On pense pas à des choses sérieuses. Et quand on voit ça, on se pose plein de questions. Nous, encore, on était à la maison, on gardait les plus jeunes. Moi, je gardais les plus jeunes avec mes 3 grandes sœurs. Et on essayait, bien sûr, la maison doit être nickel à son retour. Enfin, on faisait tout pour essayer de la faire Le plaisir. repas, tout. Parce que ça, c'est des moments sombres quand même. Mais généralement, les moments sombres, je les ai un peu effacés dans ma tête, mais celui-là, je m'en rappelle. Parce qu'on a eu. C'était un mélange de tristesse, de peur aussi, de crainte. Et finalement, maman a accepté de revenir à la maison. Et par la suite, ça s'est mieux passé. La preuve. Mais, voilà. Bon, allez. Rester sous le prix des planches et des vaches, nous sommes plus au cœur de cette vie. Yabalala.
plein de moments heureux dans ma vie, surtout la naissance de mes enfants. C'est évident, je suis une maman. Mais je pense à mon enfance plutôt. On vivait à la campagne. J'étais chez mes grands-parents, c'était les vacances d'été. Et puis on fêtait un baptême. Voilà. Donc on avait réuni toute la famille. Il y avait des fleurs sur la table, il y avait des fleurs dans le jardin, il y avait des fleurs partout. Mes cousins, ma cousine, tout le monde s'impatientait à table. Alors pendant que les grands parlaient, nous on sortait de la table. On allait vite voir à la cuisine ce qu'il y avait. Il y avait plusieurs gâteaux. Il y avait de la crème et moi, évidemment, j'ai mis le doigt dans la crème parce que c'était bon, quoi. Mais enfin, ma grand-mère s'était donné beaucoup de mal pour préparer les gâteaux. C'est ma grand-mère surtout qui avait préparé les gâteaux. Alors en fait, ma grand-mère habitait à la campagne. Donc elle ne se maquillait jamais, elle se tenait toujours propre. Alors elle avait les cheveux très très longs, même à un âge assez avancé, et elle se faisait une longue tresse. Et cette tresse, elle l'attachait en un chignon derrière la tête. Donc elle avait un très beau profil, elle était magnifique. Elle n'était pas grande de taille, mais elle était assez mince, c'était une belle femme. Elle pouponnait tout le monde, et puis pendant que le cousin jouait de l'accordéon, elle a dit « mais moi je veux un prince pour danser avec ». Et mon grand-père n'aimait pas danser. Il savait faire beaucoup de choses, c'était un bon bricoleur, un bon agriculteur, mais il ne savait pas danser. Donc ma grand-mère a attrapé le ballet. Et puis elle a dit « ah ben je vais danser avec le ballet ». Tout le monde à table s'était arrêté de parler. Et du coup, lui, il a enchaîné sur un autre air qui ressemblait plus à de la valse. Et je la trouvais belle. Elle était déjà belle dans la vie de tous les jours, mais là, le fait qu'elle danse, qu'elle remue, pour moi, elle n'avait plus 70 ans, elle avait 30 ans. Elle avait 30 ans, ses rides étaient belles. Bon, le ballet, on va dire qu'il n'était pas magnifique. Et puis à la fin, elle a dit que ça avait été encore mieux qu'avec un prince charmant, en fait. Mon père a toujours été quelqu'un que j'ai craint dans mon enfance et que je n'ai pas su connaître. En fait, il y a peu de personnes qui connaissent vraiment leurs parents en tant qu'individus. On connaît les parents comme parents, on ne cherche pas à savoir qui sont ses parents. Mais le père, c'était resté quelqu'un d'un peu lointain, qu'on craignait, parce que quand il revenait, c'était lui parfois qui donnait des punitions. Et moi, comme j'étais un peu rebelle, voilà, j'ai eu des contacts physiques avec lui. Et pour moi, c'était quelqu'un de fort, de puissant et de terrible. Donc à 18 ans, j'ai décidé de quitter la maison maternelle et paternelle. Et j'avais pas ma majorité. En France, c'était 21 ans. Donc mon père m'a fait revenir. Mais au lieu de m'accueillir à la maison, il m'a fermé la porte. Donc pendant 25 ans, voilà, j'ai pas eu de nouvelles de mon père. J'ai pas pu voir mon père. Il refusait même qu'on parle de moi. Et à un moment, lors d'un voyage au Portugal avec une de mes sœurs, le mari de ma sœur a dit « mais on va passer à l'endroit où vit Jacqueline et je suis sûre que Manuel il va revoir sa fille ». Et ça a été terrible pour moi parce que j'ai su que mon père était dans la même ville, mais il refusait toujours de me voir. Donc j'ai envoyé 2 de mes enfants, mes 2 plus jeunes enfants, et eux sont allés à l'hôtel où logeait mon père. Ils se sont présentés comme mes enfants. Et mon père a ouvert son cœur aussi et les bras. Il a dit « mais installez-vous avec nous ».
Et mon fils m'a passé un coup de fil en disant « Maman, ça fait 4 fois que le serveur vient pour prendre la commande, on ne peut pas, tout le monde pleure. » Et moi, je pleurais aussi à la maison, parce que je me disais que mes enfants auraient la chance de connaître les grands-parents, mais que moi, je ne pouvais toujours pas revoir mon père. Et finalement, à la fin du repas, tout le monde l'a pressé, l'a guidé jusque chez moi, et c'est là que la rencontre a eu lieu. Et donc le soir de notre rencontre, j'ai rencontré mon père, mais aussi un individu à part entière. Et j'ai trouvé que c'était une très belle âme, qui avait des aspirations, qu'il avait aussi fait face à ses responsabilités. Et pour lui, il m'a dit simplement qu'il avait toujours eu 7 enfants, alors que moi je me sentais bannie pour toujours. Et qu'il avait donc pensé à moi pendant toutes ces 25 ans, qu'il avait toujours pensé à moi et qu'il s'était fait beaucoup de soucis pour savoir comment je vivais, ce que je devenais, mais sans avoir comment dirais-je, peut-être un peu d'orgueil de revenir sur une parole que j'étais partie de la maison et que c'était fini. Donc ça, c'était oui, une rencontre chargée d'émotions. J'ai pleuré dans les bras de mon père, il a pleuré dans mes bras, donc c'est quelque chose pour moi d'inimaginable. C'était heureux pour moi, mais il savait tout ce que ça représentait, toute cette attente. Et il ne pensait pas qu'un jour ça pouvait se passer, ce pardon, ce grand pardon en fait. Hein. Et donc j'avais 46 ans, 47 ans quand j'ai rencontré mon père. Donc, si tu devais nous raconter un moment, une histoire d'un moment dans ta vie quand tu étais malheureux, ce serait quoi? Ce serait un moment pendant une guerre, cette guerre atroce qu'il y a eu au Zaïre dans les années 68, je crois. Non, 78, je me trompe de 10 ans. Et quand on vieillit, on se trompe de 10 ans, assez facilement. Et c'était en mai 78, ouais, c'est ça. Au Zaïre, dans le sud du Zaïre, dans une ville qui s'appelle Kolwezi. Nous avons sauté à 4 heures, en fin de journée. On a sauté en parachute au-dessus de la ville vers 4 heures de l'après-midi. Et on est tombé dans une zone de termitières, baobab et savane. Et l'ennemi des révolutionnaires noirs qui venaient d'Angola nous attendait avec un encadrement blanc russe qui était communiste. Et ils ont entamé le feu aussitôt que nous sommes sortis des avions. Et donc, beaucoup d'entre nous ont été tués en l'air, accrochés au parachute. Et c'est terrible. Pardon. Il a fallu du temps pour oublier ces images. On croyait avoir atteint le fond de l'horreur, à voir ces cadavres qui descendaient accrochés à des parachutes. Mais ça n'était pas fini. On devait se regrouper sur l'esplanade d'une église, la cathédrale Jean XXIII. Et là, les révolutionnaires angolais avaient cloué un bébé sur la porte de l'église. Il fallait garder son calme, garder à tout prix son calme. Parce que si le chef ne reste pas calme, les hommes deviennent fous.
C'est mon souvenir le plus abominable. Heureusement, je n'en ai pas d'autres. Et que, heureusement, je ne le raconte pas souvent. Parce que c'est trop difficile. Je ne souhaite ça à personne. Je m'appelle Sanchez Nicolas et je suis français, j'ai 20 ans et j'habite à Montauban depuis 3 ans. Donc voilà. Donc une histoire de ma vie quand j'étais heureux, ce matin précisément, pour voir le lever de soleil, étant donné que j'habite sous un toit, avec par une petite fenêtre en fait. On peut monter sur le toit et s'asseoir et avoir une vue où on voit voir la cathédrale qui est là-bas, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est bon. Et l'église qui est là-bas et le soleil donc qui se lève entre les deux. Ouais, c'est assez long mais ça vaut le coup de s'asseoir une demi-heure, 1 heure pour voir. Au fur et à mesure, on observe en fait, on se perd un peu dans le décor au final, dans le paysage autour. Et sur le toit, personne ne vous voit, vous voyez, limite 2-3 personnes qui passent sur les balcons, mais il n'y a plus les bruits de la ville et tout, c'est juste calme. Donc ce serait juste tendu, je pense. Je pense que c'est ça, une fois qu'on est enfermé dans un appartement ou quoi, le fait de sortir pour avoir un moment justement comme ça où on perd la notion du temps ou quoi, ça permet de sortir de la tension. Bon, parfait. Voilà, c'est bon. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Victor Ojida, j'ai 66 ans et je voudrais parler un petit peu de la vie et ce que j'aime bien, ce que quelqu'un m'a dit qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il est important non pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Et j'ai en tête une histoire qui m'est toujours restée et qui m'a aidé justement à réussir ma vie. À l'époque, c'est une histoire qui m'a touché et que j'ai toujours gardée en moi parce qu'elle a été une direction dans ma vie. Elle a été comme un phare qui m'a beaucoup apporté. Voilà cette histoire toute simple. À l'époque, je devais avoir une dizaine d'années. Tous les ans, pour les vacances, j'allais en Espagne, à Nájera, village de naissance de mon père. Je passais avec mes sœurs 2 à 3 mois dans la maison de ma chère grand-mère. Cette année-là, je m'étais fait un copain. Il s'appelait Santiago. Il était doux et gentil. Et nous nous entendions à merveille et passions de bons moments ensemble. Un jour, je ne me souviens pas pour quelle raison idiote, nous nous sommes fâchés. Qui avait raison, qui avait tort, je n'en sais rien et peu importe. Toujours est-il que j'en voulais beaucoup à mon petit camarade.
Peu de temps après, je me suis fait un autre copain. Il n'était pas du genre tendre. Et je lui ai raconté tous mes malheurs avec Santiago. Pour me faire plaisir, un jour que Santiago passait près de nous, il le provoqua. Mon ami n'était pas de taille pour se défendre. Et le pauvre prit une bonne correction. Il avait de grands yeux marrons. Et je revois encore combien ils étaient apeurés et silencieusement me criaient au secours. Mais ce jour-là, je n'écoutais pas une petite voix qui me disait de m'interposer. Il partit en pleurant. Mon méchant copain se moquait et riait. Moi, je me mis à rire bêtement avec lui. Lorsque je me retrouvais seul, je me sentais mal à l'aise. J'étais malheureux en passant en Santiago. Je pouvais presque ressentir les coups qu'il avait reçus. Et cela me faisait très mal, me serrait à la fois le cœur et la gorge. Quand je me voyais sourire, alors qu'il se faisait corriger, je me détestais. Je me trouvais sale, dégoûtant, et j'avais envie de me battre, de prendre les coups qu'il avait reçus. À la fin des vacances approchait, je voulais tellement lui parler, lui demander pardon et redevenir son ami. Mais j'avais trop honte et peur qu'il me rejette. Une ou deux fois, je l'ai aperçu dans la rue. Son regard avec ses grands yeux croisa le mien. Je fis un mouvement vers lui et je me demande encore, aujourd'hui, ce qui m'arrêta dans mon premier élan. Je suis retourné en France tous les soirs. Avant de m'endormir, je pensais à mon ami Santiago. Je me voyais retourner au village, aller d'un pas résolu chez son oncle, lui demander pardon et qu'il veuille encore de moi comme ami. Enfin, les vacances arrivèrent, j'étais à Nájera. Et comme j'avais tellement de fois imaginé, j'allais chez son oncle. Je demandais à le voir. Son oncle me regarda tristement et il m'annonça l'incroyable et terrible nouvelle. Santiago, mon petit ami, était mort. Mon sang se glaça dans mes veines, ma gorge se noua et je partis précipitamment, cachant ma peine et pleurai amèrement mon ami qui n'était plus. Depuis, je n'ai jamais plus eu de rancœur, d'esprit de vengeance pour personne. Jamais je ne me suis réjoui des peines ou des malheurs de quiconque. Jamais je n'ai fait de mal à personne ou alors sans le vouloir. Je crois que je peux dire sincèrement que depuis, et en grande partie grâce à mon petit ami éternel, je me suis senti en paix avec tout le monde. J'ai toujours désiré le bien de mon prochain. Jamais, jamais, jamais le mal, jamais plus. Merci Santiago. Je sais qu'un jour, j'aurai l'occasion de te demander pardon. Je sais que de nouveau, tu voudras de moi comme ami. Il y a encore les trucs pour quand il lançait des blés ou du sable. Thank you.